Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Alors, ils sont fous ces Belges, comme vous l'a dit Mark Philipson. C'est le titre d'un livre écrit par Philippe Dutilleul. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste à la RTBF. On vous connaît entre autres comme étant l'un des piliers du magazine Striptease. Vous avez aussi commis le fameux Une délégation de haut niveau, qui a défrayé la chronique nationale, puisqu'on y voyait certains de nos politiciens en voyage en Corée du Nord, et ce qui vous a, à mon avis, sûrement valu l'amitié de Willy Bourgeon. Et comme vous ne vouliez pas en rester là, en 2006, vous choquez une partie de la population belge, telle Orson Welles, avec l'émission spéciale du 13 décembre, qui est toujours dans toutes les mémoires, dans laquelle vous annoncez la scission de la Belgique. Ceci est une fiction. Je crois que tout ça l'est toujours pour l'instant. Alors récemment, vous avez réalisé 2 documentaires avec le co-auteur de ce livre, Julien Heuillet, dont on entend à l'époque la voix sur Classique 21, n'est-ce pas? Ah oui, ça remonte un petit peu, mais c'est vrai, j'ai fait Classique 21 aussi, ouais. Belge avec des origines baltes, vous avez justement... Balte, bourguignonne, napolitaine, je les compte plus. Un peu de tout, oui. Liégeoise aussi. Qui a d'ailleurs fait le tour de la mer Baltique en camionnette. Oui, c'est vrai, oui, c'était une belle aventure, le tour de la mer Baltique en camionnette. Pendant 2 mois, ma seule adresse, c'était la mer Baltique. J'avais remis le bail de ma petite maison à Wavre, et avant d'arriver dans mon appart à Bruxelles, j'avais fait mon tour en camionnette. Donc la seule adresse que j'ai pu donner pendant ces 2 mois, c'était la mer Baltique, quelque part autour de la Baltique. Courrier à faire suivre. À faire suivre, voilà. Alors ça apparemment ne nous a pas éloigné de la Belgique, au contraire, parce que vous l'écrivez dans ce livre, c'est à Bruxelles que vous vous sentez chez vous. Et donc nous voilà revenus en Belgique avec ce constat, Ils sont fous ces Belges, qui est un livre typiquement belge, à l'attention de ceux qui veulent nous connaître, puisqu'il est édité en France et pas en Belgique, donc je suppose, ou alors à l'attention des Belges, de ceux qui veulent apprendre à se regarder de loin. Oui, en fait, il faut signaler donc ce sont les éditions du moment à Paris qui m'ont contacté il y a 3 ans parce qu'ils créaient une collection Ils sont fous c'est. Ils en avaient déjà fait 2, Ils sont fous ces Hébreux, Ils sont fous ces Juifs, et puis Ils sont fous ces Québécois. Et puis ils voulaient absolument faire un livre sur la Belgique, donc ils m'avaient contacté. Et puis pour des raisons personnelles, j'ai dû un peu postposer l'écriture de ce livre. Et puis, quand j'ai pu l'écrire, j'ai pensé qu'un seul regard pour la Belgique, c'était pas suffisant. Alors moi, j'ai une 60aine d'années, je connais assez bien ce pays, et j'ai une opinion, je dirais pas toute faite, mais en tous les cas, j'ai une opinion assez tranchée sur ce qu'il est et sur ce qu'il risque de devenir. Et je trouvais intéressant de croiser le regard d'une autre personne qui a un avis différent, qui est d'une génération beaucoup plus jeune, avec des centres d'intérêt qui ne sont pas les miens. Et donc voilà, j'ai proposé ça à l'éditeur en disant mais est-ce qu'on n'écrirait pas ce livre à 4 mains ou à 2 mains ou à 2 regards en tous les cas. Et puis l'éditeur a dit ok, faites-le. Et donc j'ai contacté Julien, on se connaissait par ailleurs, et voilà, Julien a accepté. Puis ça donne ce livre-là avec des accents très très différents, avec des thématiques extrêmement différentes. Vous avez été bloqué dans les embouteillages. Il y a un chapitre sur la mobilité en Belgique, puisque la Belgique est un des pays, en tous les cas, on ne va pas dire du monde, mais en tous les cas en Europe, enfin en Occident, qui est le plus embouteillé. Donc voilà, on donne quelques chiffres, et puis là j'ai rencontré, à chaque chapitre, si vous voulez, on a l'un ou l'autre, entre guillemets, grand acteur qu'on rencontre, et puis on raconte des histoires autour de ces personnages, etc. Et là, pour ce chapitre-là, c'est l'ancien directeur de la STIC qui s'est livré à ce jeu. On avait avec Philippe travaillé, on a réalisé 2 films documentaires ensemble, et donc ensuite il m'a proposé aussi de faire le bouquin avec lui. On est fort complémentaires au sens où on a au moins une chose fondamentale en commun, c'est la manière de faire ce métier. On a tous les deux la même vision sur ce métier, sur la façon dont il doit être fait, sur l'importance de l'investigation et de trouver de bons personnages dans des situations qui illustrent bien les faits. Et par contre, à côté de ça, effectivement, on est de 2 générations distinctes, de 2 backgrounds assez distincts, et donc on se complète très bien là-dessus. Alors justement, les thèmes, il y a on dirait un peu de tout pour évoquer une publicité typiquement belge qu'on a vue et qui reste encore dans les mémoires. Il y a l'histoire, il y a le rock. Tiens, c'est marrant, parce qu'il est dans la table des matières, il est mis en italique. Pourquoi?
Alors ça, je demandais à Julien, mais petite anecdote par exemple, il me dit, ah, mais tu sais, j'ai fait des tas de rencontres, la Belgique c'est vraiment la patrie du rock par rapport notamment à la France, et puis tu sais, j'ai retrouvé des acteurs du festival d'Amougy qui est situé près du Mont Blanc-Plus, pour ceux qui connaissent, et puis je lui dis, mais tu sais Julien, à l'époque j'avais 20 ans, j'ai été au festival d'Amougy avec mon sac de couchage pendant 3 ans pour écouter des groupes, notamment Pink Floyd, Frank Zappa et d'autres. Bon voilà. Et puis, bon, c'est pas moi qui me suis collé parce que j'y connais pas plus que ça en musique rock, et surtout le lien entre la musique rock et la Belgique, c'est Julien. Et c'est vrai que on apprend, enfin moi j'ai appris en tous les cas, en lisant le chapitre de Julien, beaucoup de choses sur les relations entre ce pays et la musique rock. C'est vrai qu'à une époque où encore la musique rock était conçue comme une espèce de dangereuse invasion anglo-saxonne, les pays continentaux en général, apparemment c'était un peu pareil en Allemagne, étaient assez réticents à voir débarquer des groupes de rock, alors qu'en Belgique, bah non, pourquoi pas, c'est de la bonne musique, allez-y, amenez-le. Et parfois ça commençait même en Belgique avant d'émerger en Angleterre. On a le grand exemple là de Genesis qui était encore des outsiders en Angleterre, quand en Belgique on les a accueillis à bras ouverts. C'était une musique un peu différente, etc. On y a été tout de suite très sensible. Et bon, évidemment, il m'a fait râler quand il m'a dit que lui les a vus. Moi je me suis vengé en interviewant Steve Hackett, qui était le guitariste de Genesis et qui m'a accordé une très longue interview où il a fait l'éloge de notre pays. En tout cas pour ce qu'il en sait, mais vraiment une expérience très très intéressante, une vision très intéressante finalement de la Belgique. Mais pourquoi s'attarder à ce point là-dessus? Parce que c'est assez finalement symbolique d'un pays où on est volontiers perméable aux cultures extérieures et où on s'y sent bien quand on a un caractère multiculturel. C'est plus facile à vivre, c'est plus facile à expérimenter que dans d'autres endroits. Et puis on n'a pas un marché à défendre. Non plus. Le grand pays. Bah pourtant, on en a des très bons musiciens, des très bons groupes de rock, on en a eu aussi. À cette époque-là, il y avait Genghis Khan, le premier groupe de Pierre Rapsat. Ce ne sont pas les musiciens qui font le marché, ce sont les industriels. Ah oui, ça c'est clair et net. Et c'est ceux-là qui bloquent. Alors l'urbanisme, évidemment, on en avait assez bien parlé. Il y a quelqu'un qui nous avait montré du doigt, il y a quelques années. Un prince en Angleterre qui avait évoqué la bruxellisation en disant que c'était une horreur. Il n'a pas bien regardé Londres, il ne doit pas y être souvent pour avoir... Londres, c'est mignon, hein, c'est une très très chouette ville aussi. Il y a des tours partout. Hein. Oui, il y a des tours partout, et en plus elles sont construites par les Émirats. Moi, l'espèce de grand shard qu'ils ont mis au milieu, moi j'appelle ça the middle figure of Emirates. Et là, c'est vraiment comme s'ils leur disaient fuck you, maintenant c'est nous qui possédons le pays, et c'est nous qui finançons les grands travaux, et c'est plus les Anglais eux-mêmes. Bon, la grande différence, c'est aussi la structure sociologique de la ville, hein, mais c'est une autre question. Alors qu'est-ce qu'on en dit justement dans ce livre, puisqu'il s'agit, c'est le sous-titre, de chroniques insolites et insolentes sur l'urbanisme? Sur l'urbanisme, je laisse Julien l'expliquer, puisque c'est lui qui a écrit ce chapitre. Il faut dire aussi que dans ce livre, on n'a pas signé chacun des chapitres. Chacun, bon, pas comme on aurait pu écrire le chapitre de l'autre, pas du tout, puisqu'on n'a pas les mêmes opinions sur certains problèmes que traverse la Belgique. Mais ce qui nous réunit, c'est qu'on a essayé de faire partager nos passions aux gens, et surtout d'essayer, bon, les journalistes tous les deux, de faire remonter peut-être des informations qui ne sont pas connues du grand public, qui ne passent pas nécessairement dans la presse, pour faire sentir un petit peu, je ne dirais pas l'âme belge, hein, je n'aime pas tellement le terme de belgitude, c'est trop utilisé, mais un peu de l'âme belge, les gens qui font un petit peu ce pays. Et donc, c'est vrai que dans le chapitre de Julien, ce qui est intéressant, c'est qu'il va voir des gens qui sont passionnés par la ville et par l'art de Bruxelles, et qu'on les fait parler. Et bon, ça donne un petit peu les caractéristiques, et puis ça révèle des choses qui ne sont pas nécessairement connues, puisque c'est vrai qu'à Bruxelles, bon, au niveau de l'architecture, le cliché qui est fixé sur Bruxelles est souvent négatif. Or, Julien est parvenu à nous faire partager ses passions et des choses tout à fait positives. Oui, il y a un témoin dans ce chapitre-là qui est un journaliste bruxellois, Michel Goethe, qui a la particularité d'avoir vécu toute sa vie à Bruxelles et tout autour de Bruxelles. C'est pour ça qu'il m'intéressait. Il a vécu dans beaucoup de quartiers, a toujours été fort intéressé par l'évolution de l'urbanisme bruxellois et donc a été le témoin de tout cela. Et il a très bien résumé la chose quand il m'a dit à Bruxelles, l'architecture est magnifique et l'urbanisme est désastreux. Et ce sont deux choses distinctes. C'est un terrain de jeu pour architectes, et ça date d'il y a très longtemps, de la fondation de la Belgique. Quand il a fallu, la ville d'un coup, avec l'industrialisation, etc., s'est retrouvée avec une population qui décuplait. Donc c'était un terrain de jeu pour architectes, tout était permis, donc on a tous ces magnifiques bâtiments à renouveau partout dans la ville. Et
pas seulement en Art Nouveau, mais ça reste quand même l'archétype bruxellois. Et il le cite, hein, Michel Queux dit ça à un moment donné, vous allez même dans les quartiers les plus pourris de Bruxelles, vous avez des maisons magnifiques. Mais l'urbanisme n'est pas au service du citoyen. Et là, on touche des questions politiques que Philippe a aussi très bien explorées dans d'autres chapitres, qui fait que l'urbanisme a toujours été très politisé, a toujours dû défendre une idéologie, un bourgmestre ou un échevin en place, ou même quelqu'un d'autre, sans forcément se soucier d'avoir des visions à long terme. On transforme un carrefour en rond-point, et puis 10 ans plus tard, on transforme le rond-point en carrefour, etc., en fonction de la dernière desiderata politique. Mais ça n'empêche pas que la maison, la maison qui est autour du rond-point ou du carrefour, bah, elle est magnifique. Et des fois, elle est dans un état lamentable, mais sous la crasse, elle est magnifique. Oui, je voulais dire que Alain Flo, donc l'ancien directeur de la STIP, il dit une phrase qui me plaît assez bien à propos de ce pays. Il dit, c'est pas nécessairement positif, ça, mais il dit, la Belgique, c'est un peu le pays de l'à peu près. Et donc, voilà. Et ce que vient de dire Julien, on est une bonne illustration. Il parlait aussi de la mobilité, hein, évidemment, dans le chapitre. Mais je trouve que, voilà, c'est un pays à la fois formidable, mais c'est aussi le pays de l'à peu près. On va pas toujours au bout des choses, simplement parce qu'il y a des problèmes qu'on connaît bien dans ce pays et qui empêchent leur résolution. Alors, de l'à peu près, vous le soulignez aussi, on est très modeste envers nous-mêmes. On ne peut pas être fier, on n'ose pas se revendiquer par rapport à nos géants voisins. Ça me rappelait une conversation que j'avais. Il est venu d'ailleurs ici il y a quelques temps. On était en voiture avec Éric Zemmour et il me dit « Mais tu sais, de toute façon, la Belgique, c'est artificiel. On a fait ça pour faire chier les Anglais. Et heureusement que nous, les Français, nous étions là. Sinon, vous seriez devenus Hollandais. » Et ce qui est drôle, c'est que vous revenez là-dessus dans le livre en disant que, justement, nos voisins véhiculent des mythes sur le fait que nous n'aurions pas d'histoire. C'est artificiel, vous n'avez pas de passé, donc vous n'aurez pas d'avenir. Alors justement, je voudrais bien vous développer ça parce que ça m'intéresse. C'est bien à me prendre parce que bon, on est écrit en duettiste, mais on n'a pas la même idée. Moi, je pense en effet que ce pays est un pays artificiel, ce qui n'est pas le cas de Julien, et je pense en effet qu'il a été créé, et c'est peut-être une de ses vertus principales d'ailleurs, pour éviter des conflits entre nos grands voisins. Donc ça, c'est une qualité. Au-delà de ça, bon, ben voilà, on vit ensemble, les différentes communautés qui composent la Belgique vivent plus ou moins bien, parfois mieux que moins bien, parfois moins bien que mieux dans ce pays. Moi, j'ai un diagnostic, je dirais pas pessimiste, mais je pense que ce pays, incontestablement, se trouve dans une impasse. Les impasses, on n'a pas nécessairement envie de les quitter quand elles sont confortables. Donc voilà, c'est un pays qui fonctionne par défaut. Ça peut continuer très longtemps, comme il peut y avoir un fait historique qui fait que ça s'achève. Tous les pays sont artificiels en fait. Oui, c'est ce que je sais de la tête de Julien. Vous prenez je dirais quelque chose, un exemple qui est intéressant, qui est celui de Clovis. Ah, les Français. Ah oui, alors là, admirent Clovis, en fait, il était tourné. Mais juste après, vous parlez de la statue de Godefroy de Bouillon. Oui. Bon, lui, il vient quand même de Boulogne et il parlait allemand. Une fois qu'on retourne dans l'histoire, on voit bien que toutes ces frontières ont été créées à un moment ou l'autre. En réalité, il n'y a pas de concept de France avant le XIIIe siècle. Avant ça, on ne parle pas de France. Si on disait à Clovis qu'il était français, il dit de quoi vous parlez? Le français, ça veut dire quoi? Ça n'existe pas. Charlemagne n'a jamais été français ou quoi que ce soit. En réalité, il y a deux thèses possibles. Soit la Belgique est artificielle, oui c'est vrai, mais tous les pays le sont. Soit elle n'est pas moins artificielle qu'une autre, mais ça ne justifie pas qu'elle existe. Moi, je conclus quand même le chapitre là-dessus. Que la Belgique soit artificielle, non. Que la Belgique n'ait pas de racine historique, non. Mais que ça doive justifier qu'elle existe demain, non, pas forcément. Pas forcément. Il y a de vraies racines belges. L'affaire c'est du pur nationalisme français d'arriver de dire ça n'est un tampon artificiel, blablabla, blablabla, c'est pas vrai. On peut aussi s'amuser à justifier que la France soit artificielle si on y va, si on cherche bien, si on s'amuse à réécrire l'histoire. Vous le dites au détour d'une phrase, ils ont trouvé la solution qui a été de parler la même langue partout. Oui, bien que ça a été le cas aussi en Italie. Oui. On s'est mis à parler. Mais c'est des choses qui sont finalement récentes. Et les fiefs étaient plus importants dans le royaume de France jusqu'à l'époque de Richelieu. Et c'est finalement tard dans l'histoire Richelieu. D'un autre côté, on peut s'amuser à réécrire l'histoire aussi. Enfin, c'est même pas une réécriture de l'histoire, c'est un fait que les ducs de Bourgogne ont unifié toute la Belgique à part Liège.
et même au-delà de cela. Alors oui, ça s'appelait pas Belgique, mais c'était déjà la Belgique. Et alors, quand vous sortez ça, quand vous dites un truc pareil, immédiatement on vous dit « Ah ouais, vous êtes un nationaliste belge ». Non, non, parce que est-ce qu'on doit garder la Belgique pour faire plaisir aux ducs de Bourgogne? Non. C'est peut-être vrai qu'aujourd'hui, effectivement, la Belgique n'a plus de sens, peut-être qu'elle est devenue un pays artificiel, peut-être que dans la conception qu'on a de ce que c'est qu'un État aujourd'hui, la Belgique n'en est plus un, oui. Mais est-ce qu'il faut forcément réécrire l'histoire pour justifier ce propos-là? Non. Réécrire l'histoire pour justifier quoi que ce soit, je suis jamais d'accord. Jamais. Peut-être qu'aujourd'hui la France est plus un pays que la Belgique, oui, peut-être, oui. Peut-être que demain la France devrait exister et plus la Belgique, oui, peut-être, je peux en discuter. Mais qu'on me sorte, d'ailleurs c'était déjà comme ça en l'an... non, non, juste non. C'est sa façon d'être insolent. Voilà, oui, moi simplement, beaucoup plus modestement, je dirais que ce qui est quand même assez étonnant dans ce pays, c'est que, voilà, c'est un peu le continuum de ce que Julien vient de dire, c'est quand même assez étonnant que dans un pays comme la Belgique, bon, les cours d'histoire sont différents selon qu'ils sont enseignés au nord et au sud du pays. La meilleure preuve est que quand j'étais voir, c'est un des chapitres du livre des francophones qui vivent en Flandre aujourd'hui, notamment les francophones de la côte, oui, qui ont d'ailleurs pu créer une association pour tenter de préserver la culture française en Flandre. Bah, ils racontaient, puisqu'ils sont là depuis 30 ou 40 ans, leurs enfants fréquentent les écoles primaires, etc., et secondaires de Flandre. Bah, c'est quand même assez catastrophique ce qu'ils racontent, quoi, hein. Je veux dire que les Wallons, l'histoire de Belgique, bon, on n'enseigne pas, hein, c'est l'histoire de Flandre. Et deuxièmement, bon, bah, les Wallons sont traités de façon, je dirais, assez artificielle sur le mode des clichés. Bon, il n'y a plus de drapeau belge dans les écoles, la même cité, l'école d'Ostende, etc. Donc voilà, c'est une réalité qu'on peut ne pas voir. En tous les cas, moi je l'ai vu, je me suis promené assez souvent en Flandre. Et c'est une réalité bon, qui existe. Alors je ne dis pas que tous les Flamands la partagent, je n'ai pas dit ça. Mais en tous les cas, c'est une réalité de plus en plus prégnante en Flandre, qui aujourd'hui a aussi des conclusions électorales, électoralistes, avec la percée quand même de la NVA. Donc moi, je ne les considère pas du tout, je ne veux pas du tout en faire une victimisation dans la NVA. Voilà, jusqu'à preuve du contexte, la partie démocratique, je ne partage pas ses idées, je ne partage pas son orientation politique, ils sont là, bon voilà, c'est le choix aussi des électeurs flamands, on n'en poussait personne, une mitraillette dans le dos pour voter NVA. Mais je pense que le succès de la NVA aujourd'hui correspond à ce qu'est devenu, à ce qu'est la Flandre dans pas mal de ses composantes. Et ça, je pense qu'en tant que francophone, il faut le voir. Et je le dis dans le livre, et je trouve que, alors là, je sors de mon rôle de journaliste, je trouve que les gens, côté francophone, que ce soit à Bruxelles ou en Wallonie, qui ne veulent pas voir cette réalité, font beaucoup plus de mal à la Belgique alors qu'ils s'en disent des grands défenseurs. Je pense que le jour où la Wallonie et Bruxelles sont complètement autonomes et ne devront plus dépendre de l'argent qui vient du Nord, eh bien, ils seront beaucoup plus forts et peut-être que la Belgique aura beaucoup plus de chances de rester. Ça, c'est une opinion dont des politiciens l'ont dit. Le problème, c'est que les politiciens sont au pouvoir, moi je ne le suis pas. Mon rôle reste à être celui d'un journaliste, donc d'un témoin. Moi, je dis toujours, moi je suis un passeur d'informations, un passeur d'idées, peu importe mes propres opinions, c'est pas ça, mais je dois être le témoin, donc je dois raconter des choses, et c'est un peu aussi ce qui figure dans ce livre. Alors, on va juste dire un mot tant qu'on en parle. L'idée me vient, vous n'avez pas oublié, pas l'État belge non plus, ne les a pas oubliés en 1970 et en 80, ce sont les germanophones. Ah oui. Alors là, les germanophones, il faut dire qu'on a un des deux films qu'on a fait documentaires qui vont passer d'ailleurs le 15 mai sur la une, après Question à la une. Eh bien, on a suivi le président, M. Lambert, de la région germanophone, et donc on a pu la visiter, on a pu beaucoup discuter avec lui et avec d'autres germanophones, et c'est vrai que, alors à la fois, ils se sentent très germanophones et de plus en plus germanophones, hein, dans cette fédéralisation, confédéralisation que vit la Belgique. Donc ils ont retrouvé leurs racines, leur langue, ils ont un parlement, ce qui en fait une des minorités les plus protégées dans le monde, et c'est très bien. Et donc, par rapport à ça, évidemment, eux, ils ont envie de continuer à vivre au sein de l'État belge, ce qui est tout à fait compréhensible, puisqu'ils y ont des droits, ils y ont acquis des droits, ils n'auraient vraisemblablement pas, par exemple, pour citer la France, et peut-être pas dans l'Allemagne, même si l'Allemagne est un vrai pays fédéral. Et donc voilà, ça nous a paru aussi intéressant d'en parler, mais c'est pas moi qui ai écrit le chapitre, c'est Julien. Mais c'est vrai que la communauté germanophone, c'est entre 70 et 80 000 habitants.
Donc ça ne pourrait pas être un État fédéré en Allemagne. Le moins peuplé des États fédérés allemands, c'est la cité-État de Brême qui a 600 000 habitants, donc ça reste quand même extrêmement inférieur. Donc les germanophones disposent d'une autonomie absolument exceptionnelle, et ils ne sont généralement, on ne sent pas de demande de quoi que ce soit de toute manière. S'ils se contentent de laisser faire les choses, vu la direction que prend la Belgique, toute autonomie qu'ils voudraient avoir, ils l'obtiendront sans même avoir à la demander. Donc la position des germanophones est manifestement juste de veiller à ne pas être oubliés dans toute cette affaire. Mais c'est vrai, c'est un cas extrêmement intéressant aussi d'une identité qui se construit, puisque quand on va explorer la communauté germanophone, on se rend compte qu'entre le petit bloc autour de Penn et le petit bloc autour de Saint-Vith, ce sont finalement des gens très différents qui ne parlent même pas le même dialecte, puisqu'on parle le Ripuaire d'un côté et le Mosellan de l'autre, etc., etc. Donc c'est aussi une identité. Ce qui est frappant, c'est qu'on reste en Wallonie. C'est ça qui est vraiment frappant. Ah oui, ça reste c'est très wallon, ne serait-ce que dans la manière dont les villages sont construits. C'est ça, c'est un truc ça que j'ai pas eu l'occasion de mettre dans le bouquin, mais quand vous allez dans un village de la communauté germanophone, il a la topographie d'un village wallon plus que d'un village allemand. Pour des raisons, ils sont en Belgique depuis 1919, l'urbanisme, même dans les villages, ça a déjà changé comme ça dans l'entre-deux-guerres. Et on le voit à ça, on le voit à la disposition du village. C'est assez abstrait, j'ai pas osé le mettre dans le bouquin parce que j'avais du mal à l'expliciter autrement que par un ressenti, mais bon là, comme je ne suis pas dans le cadre du bouquin, encore une fois, on sort du cadre du journalisme, le ressenti que j'ai eu de mon exploration de la communauté germanophone, c'est qu'on sent un côté wallon comme ça, un petit peu dans la topographie des lieux, dans la manière dont géographiquement les choses sont organisées. On ne va pas déflorer tout le livre, parce que c'est un livre, vous l'avez compris, à entrées multiples, avec un chapitre par sujet. Je rappelle donc le sous-titre, Chronique insolite et insolente d'un pays paradoxal, et vous n'hésitez pas à aborder des sujets qui valent à chaque fois soit une levée de bouclier, de lobby en tout genre, soit carrément des attaques. Alors, on va juste citer le titre de deux chapitres, et à chaque fois qu'on en parle, c'est bordel. C'est d'abord la Belgique congolaise. Ah oui, la Belgique congolaise, oui, ben c'est Matongué, c'est pas très loin d'ici, ça c'est Julien, je te laisse Julien. Moi je croyais qu'il allait sortir l'autre chapitre. Mais on va y venir. On va y venir, oui, je sais à quoi on arrive là. Mais non, oui, la Belgique congolaise, et encore j'aurais même voulu aller plus loin en fait, aller aussi l'explorer en Wallonie, évidemment des Congolais qui vivent en Wallonie, en Flandre, j'ai appris cela. Et c'est très intéressant d'étudier la sociologie du quartier aussi, du quartier de Matongué, qui est finalement un quartier dans lequel la communauté congolaise ne vit pas, parce que c'est coincé entre l'avenue Louise et le quartier européen, donc forcément c'est un immobilier en réalité qui flambe, c'est beaucoup trop cher pour une communauté qui reste malgré tout fort paupérisée. Donc il vit essentiellement dans le quartier ouest de Bruxelles, qui sont les quartiers plutôt défavorisés. Matongué, c'est un lieu de transit. C'est un lieu où il y a quelqu'un qui m'a résumé ça en disant on vient ici pour travailler, acheter des choses et trouver une femme. On m'a dit ça, je trouvais que la formule était amusante. Mais manifestement, le quartier aussi est voué à disparaître à cause comme ça de la flambée de l'immobilier. Mais c'est une sociologie assez intéressante parce que le nom de Matongué lui-même vient d'un quartier de Kinshasa, qui était aussi un quartier de transition, puisque c'était l'un de ces quartiers, il y avait une ségrégation terrible au Congo belge, y compris à Léopoldville, etc. Donc le quartier de Matongué à Kinshasa, enfin Léopoldville à l'époque, apparemment, si j'ai bien compris, c'était aussi l'un des rares quartiers où blanc et noir pouvaient se croiser. C'était l'un des rares quartiers qui n'avait pas de ségrégation. Ça, c'est aussi un aspect intéressant. Bon, mais quand tu peux directement aborder l'autre, descente en rappel et en burqa dans l'université. Je pensais pas à celui-là. Oui, non, ça c'est. Non, je pensais à un autre chapitre sur l'introduction des castors en Wallonie, où aussi, vous savez, oui, voilà, peu de gens savent ça, mais il y a des, je n'aurais pas des hurluberlus, mais vraiment un gars qui est un naturaliste, on ne veut pas dire un écologiste ni un environnementaliste, qui a décidé avec un petit groupe de réintroduire des castors. Et donc on raconte cette histoire, évidemment, il s'est mis l'administration wallonne qui est très rigide, des eaux et forêts, à dos, et c'est une histoire assez passionnante. Et bon, maintenant il y a plein de castors sur les rivières wallonnes, et même en Flandre, il y en a un aussi en Flandre aussi. Et donc voilà, c'est le genre d'histoire que je trouve assez passionnante et qui sont, voilà,
lève un petit voile sur comment peuvent se comporter certains Belges. Je ne suis pas sûr qu'on le ferait, si facilement, par exemple, dans la France jacobine. Voilà, c'était une petite réflexion. Alors pour venir sur des centres en rappel, oui, forcément, c'est tout le problème, hein, il est d'actualité de l'islamophobie. Hein. Bon, il y a eu, voilà, moi j'habite Tournai, je suis tournaisien, donc je venais souvent travailler à Bruxelles, et je me suis rendu compte que, à l'ULB, hein, pour ne pas citer son nom, il se passe des choses, des conflits parfois assez violents autour et alentour, non seulement de l'islamophobie, mais aussi du conflit israélo-palestinien, et beaucoup de prises de position, beaucoup de manifestations, parfois très très violentes, se déroulent autour de ce thème. Et donc j'ai eu envie de raconter cette histoire en allant voir quelqu'un qui est exécré par l'ensemble de la presse francophone et peut-être néerlandophone, qui s'appelle Soulaï Chicha, qui avait organisé, qui a empêché un débat à l'université. Caroline Fourest est venue, j'imagine que tout le monde connaît Caroline Fourest, donc qui est quand même extrêmement médiatisée en France, même aussi en Belgique, je pense. Surtout depuis la semaine dernière. Et surtout depuis la semaine dernière de nouveau. Et donc voilà, et ça a fait le buzz, comme on dit aujourd'hui. Et donc j'ai voulu un peu donner la parole aux différents protagonistes de ce conflit. Et je trouvais ça passionnant, avec vraiment des réflexions de fond sur cette islamophobie, sur la façon dont elle est vécue au sein de l'université, mais aussi le conflit entre eux, et c'est un des profs de l'ULB que j'ai rencontré qui dit ça, entre une conception, je dirais, universaliste notamment du combat politique, et une conception, selon lui, qui l'est moins, en y englobant évidemment Soulaï Chicha, et il parlait notamment des discriminations positives, etc. Est-ce que c'est encore de l'universalisme que de permettre à des gens, parce qu'ils sont ou musulmans, ou juifs, ou je sais pas moi, ou bien d'autres religions, d'autres communautés, d'avoir des droits spécifiques parce que, voilà. Donc ce sont des réflexions, je trouve, vraiment très intéressantes, et on pourrait croire que la Belgique ne se préoccupe pas tellement des grands problèmes du monde aujourd'hui. Si, voilà, dans l'université, même si ça se fait de façon polémique, évidemment, si ça se fait de façon polémique, ça intéresse le journaliste. Messieurs, merci beaucoup. Merci à vous aussi. On va, en lisant le livre, garder quand même le petit quart d'heure qui reste avant que ces lieux saints le ferment, pour que vous puissiez faire une signature ou deviser en privé. Merci beaucoup à vous en tout cas.